l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto. Autour de la table aujourd'hui, personne, parce que Hugues Gonneau est en vacances, parce que Louis-Philippe est du côté de la Californie en train de mettre à l'essai un Ford Maverick hybride à 4 roues motrices. Il nous en parlera la semaine prochaine. On va recevoir un peu plus tard dans l'émission Michel Gagnon de Mike Autosport qui va nous parler du marché du véhicule d'occasion en ce moment, mais les véhicules usagés qui ont plusieurs années. Là. On ne parle pas de véhicules d'occasion récents des 2023-2024, mais plutôt du 2015, 16, 17. C'est un marché dont on ne parle pas souvent en ce moment, mais qui lui aussi subit des changements. Et les gens, ce qu'on constate, c'est qu'ils paient plus cher aujourd'hui pour des véhicules d'occasion, doivent se serrer la ceinture. Quelques actualités pour commencer. On a reçu plusieurs chiffres de vente parce que c'était la fin du premier trimestre au 31 mars dernier. Ce qui a fait mal, évidemment, ce sont la baisse des ventes de Tesla. À l'échelle mondiale, Tesla a vu ses ventes baisser de 13%. On se serait attendu peut-être à des chiffres encore plus forts que ça, mais à l'échelle mondiale, c'est quand même catastrophique pour une entreprise qui vend autant du côté de l'Europe que des États-Unis, que du Canada, bref, et de l'Asie. Alors ça fait mal. Mais Stellantis au Canada, attention, déjà que ça va pas bien. 18% de baisse de vente chez Stellantis au premier trimestre. L'ensemble des véhicules Jeep ont vu leur vente chuter drastiquement. Jeep Gladiator, moins 59%. Le Grand Cherokee, moins 29%. Le Wagoneer, moins 59%. La marque Jeep, en général, c'est moins 24% de baisse de vente. Du côté de chez Ram, moins 29%. En fait, il n'y a que la marque Chrysler qui a vu des ventes augmenter par rapport à l'année passée, par rapport à la même période, parce qu'on a vendu plus de fourgonnettes. Et ça risque peut-être pas d'être le cas dans les prochaines semaines parce qu'on ferme l'usine de Windsor pour 2 semaines. Ça a été annoncé hier. Chrysler qui a décidé de fermer la production de la fourgonnette Pacifica, de la Grand Caravane et de la Charger électrique pour une période de 2 semaines en raison des tarifs imposés aux États-Unis parce qu'évidemment, le plus clair de ces véhicules-là sont exportés vers les États-Unis. Est-ce que c'est le début d'une multiplication de situations de ce genre-là? C'est très inquiétant. Évidemment, c'est le syndicat des travailleurs de l'usine de Stellantis qui a annoncé hier soir qu'on allait fermer temporairement l'usine pour une période de 2 semaines. On pourrait peut-être prolonger cette période-là aussi. Il faut aussi comprendre que Stellantis a une deuxième usine du côté de Brampton, en Ontario, où on fabriquait les Charger, Challenger et Chrysler 300 jusqu'à la fin de l'année 2023. Cette usine-là est en réoutillage en ce moment parce qu'on est supposé fabriquer le Jeep Compass 2027 dès la fin de 2026. Mais j'ai pas l'impression qu'on travaille très fort en ce moment dans cette usine-là pour la réoutiller. Même chose du côté de chez Ford. On a une usine à Oakville qui est en réoutillage pour accueillir la fabrication des Super Duty. Imaginez, est-ce qu'on va vouloir fabriquer des Super Duty au Canada dans le contexte et les exporter en très, très grande majorité aux États-Unis? C'est une question, évidemment, qui mérite d'être posée et je pense que tout le monde est en mode pause en ce moment pour constater cette situation-là qui n'est pas très rose. Alors, chez Stellantis, les ventes sont vraiment, vraiment catastrophiques. Ça comprend aussi les produits de la marque Dodge qui se vendent moins. Donc, à suivre, on verra comment on va se sortir la tête hors de l'eau, mais ça va pas très bien en ce moment de ce côté-là. Chez Hyundai, maintenant, on a dévoilé 2 produits qui nous ont surpris, honnêtement. Notre collègue Gabriel Gélina est présentement en Corée pour assister au dévoilement de ces véhicules-là, pour mettre à l'essai quelques véhicules. On pourra vous présenter ça dans les prochaines semaines sur le site du Guide de l'auto. Dévoilement de l'Ioniq 6 2026. Déjà des changements
important pour cette voiture-là, surtout sur le plan cosmétique. On amène aussi une version plus sportive, la version N-Line, qui a un caractère esthétique pas mal plus intéressant. Il y a beaucoup de gens qui n'appréciaient pas le design de l'Ioniq 6. Alors, il y a une partie des éléments qui sont redessinés pour qu'elle soit plus attrayante. Aussi, on modernise l'habitacle du véhicule pour le rendre plus convivial, plus confortable que ce que c'est en ce moment. Mais c'est déjà une voiture qui se défend bien à ce niveau-là. Alors, très hâte de voir quelle sera la réponse des consommateurs sur l'Ioniq 6 de mi-génération. Donc, une voiture qui ne change pas sur le plan technique. C'est peut-être la petite déception. Elle ne reçoit pas la nouvelle batterie de 85 kWh qu'on retrouve dans l'Ioniq 5 2025, conserve donc la batterie de 77,4 kWh, mais l'autonomie est déjà très bonne sur ce véhicule-là parce que le coefficient aérodynamique est nettement meilleur que celui du Ioniq 5. Donc ça, c'est le premier véhicule qu'on a dévoilé. Faut savoir aussi que la version N-Line n'est pas plus puissante. C'est pas parce qu'on en fait une version plus sportive qu'elle est forcément plus puissante. C'est la même motorisation que les autres modèles. Puis on a dévoilé le Nexo. Évidemment que ça nous concerne que très peu parce que c'est un véhicule à hydrogène, mais le look est franchement réussi. C'est drôlement plus attrayant comme véhicule que ce qu'on vendait jusqu'à tout récemment. Et on dit être capable de ravitailler le véhicule pour 700 km d'autonomie en 5 minutes à peine avec ce véhicule-là, qui fait 255 chevaux, qui bouclerait le 0-100 km/h en 7,8 secondes. Un look que j'adore, honnêtement. J'aimerais évidemment qu'on puisse créer des véhicules électrifiés ou à essence sur cette même base-là, mais ça ne fait pas partie des plans de Hyundai. Ça sera un véhicule à hydrogène qui va certainement se vendre bien du côté de la Californie, mais évidemment, chez nous au Québec, l'hydrogène n'est pas une énergie viable compte tenu du faible coût de notre électricité et de tout ce que les gouvernements souhaitent pour multiplier le nombre de véhicules électriques sur notre marché. Il y a eu un rappel aussi du côté de chez Volvo. On a l'impression que les rappels de ce genre-là se multiplient dans l'industrie. On l'avait vu chez Ford également. Ford qui a rappelé notamment le Escape hybride rechargeable pour un problème de batterie. On sait qu'il y a eu des rappels massifs sur les Fusions également, les hybrides rechargeables, véhicules qui pouvaient prendre en feu littéralement. Ben là, c'est au tour de Volvo de goûter à cette médecine-là. Alors, tous les Volvo avec technologie T8 Recharge vendus entre 2020 et 2022, on a constaté un possible risque d'incendie sur ces véhicules-là. Alors, on demande aux consommateurs de ne pas brancher leur véhicule, ce qui est assez spécial quand l'objectif ultime d'acheter un hybride rechargeable, c'est de pouvoir se brancher puis de rouler sans essence. Bien là, on demande aux consommateurs de rouler uniquement sur l'essence le temps que le rappel soit effectué. Et ça concerne beaucoup de véhicules. Évidemment que les consommateurs vont recevoir des notifications par rapport à ça. Et je reviens également sur une histoire qui a fait les manchettes cette semaine du côté de Hyundai. On sait qu'au 1er avril, entrait en vigueur le retour du programme Rouler vert du gouvernement du Québec. Donc, un retour de 4 000 $ de crédit, taxes incluses, pour l'achat d'un véhicule électrique admissible. Ce qui a été particulier comme situation cette semaine, un peu plus tôt cette semaine, c'est qu'au 1er avril, en fait, les concessionnaires Hyundai du Québec avaient reçu un mémo la semaine précédente à l'effet que le crédit du manufacturier qui était de 7 000 $ en mars allait passer à 3 000 $ en avril parce que Québec venait combler ce 4 000 $-là avec le crédit. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans le reste du pays, Hyundai Canada continuait d'octroyer un crédit de 7 000 $ alors qu'au Québec, c'était uniquement 3 000 $. Pour vous mettre en contexte, le Québec a acheté 73 % de toutes les Ioniq 5 vendues à l'échelle canadienne en 2024. Évidemment que pour Hyundai, ça a été très lucratif. Et on peut regarder ça d'un œil, de différents œils, mais évidemment que si la façon de Hyundai Canada est de remercier les Québécois en leur donnant moins de rabais, puis en faisant payer les contribuables pour l'achat de véhicules individuels aux consommateurs en avril, c'était particulièrement maladroit.
D'autant plus que le 4 000 $ qu'on octroyait n'était pas un vrai 4 000 parce que c'est 3 479 $ plus taxes qui donnent 4 000. Donc, le consommateur québécois, même si on a l'impression sur papier qu'il paierait le même prix qu'en Ontario, bien, il est désavantagé parce que il y a un 500 $ d'écart qu'il doit combler, considérant que le rabais du gouvernement, ce n'est pas un 4 000 plus taxes, mais un 4 000 taxes incluses. L'autre équation, évidemment, qui entrait en ligne de compte, c'est cette possibilité pour un acheteur québécois d'aller en Ontario, de profiter d'un 7 000 $ d'un rabais qui s'appliquait sur une Ioniq 5 en Ontario et d'immatriculer ensuite son véhicule au Québec pour faire la demande au programme Rouler vert et obtenir ensuite les 4 000 $. Donc ça, c'était le meilleur des mondes pour le Québécois, mais n'en demeure pas moins que considérant que Hyundai a ciblé les concessionnaires du Québec pour vendre l'essentiel des Ioniq 5 au pays, leur a demandé de supporter des inventaires gigantesques qui coûtent des fortunes, qui ne se vendent pas aussi facilement qu'on pensait en raison du retrait des crédits qui a eu lieu en début d'année. C'est pas que de remercier ses concessionnaires, son réseau, que de retirer un rabais. La bonne nouvelle, c'est que ça a été dénoncé violemment dès le 1er avril, autant par les médias que par les concessionnaires qui étaient furieux. Et rapidement, Hyundai Canada a réagi en réalisant qu'ils avaient fait erreur, si bien qu'en fin de journée, au 1er avril, là, on apprenait que finalement, le 7 000 $ s'appliquait à l'ensemble du pays. On peut comprendre, il y a eu maladresse de la part de quelqu'un qui a pris une décision chez Hyundai, clairement, mais on peut en même temps comprendre que comme l'essentiel de l'inventaire restant d'Ioniq 5 2024 se trouve au Québec, le fait de continuer de donner un 7 000 ailleurs dans le pays, ça ne changeait pas grand-chose puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'unités auxquelles ça s'appliquait. Alors que chez nous, au Québec, il y a encore une moyenne de 15 à 18 Ioniq 5 2024 par concessionnaire. Je vous rappelle qu'on est rendu au mois d'avril 2025, que les 2025 cognent aux portes. On en vend déjà. Et il y a encore des stocks de 2024 qui sont parfois en inventaire depuis plus d'1 an chez les concessionnaires. Alors, ça a besoin de sortir. Là, évidemment, Hyundai a bien réagi. C'est rare qu'on voit un constructeur réagir aussi rapidement. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que oui, on a fait une erreur, mais on l'a admis rapidement et on a ajusté le tout pour qu'en fin de journée, tout le monde soit content. C'est ce qui est arrivé. Mais c'est une situation qui a été quand même assez cocasse et qui a été vivement dénoncée au 1er avril. Et c'était pas un poisson d'avril. Le guide de l'auto. Depuis quelques semaines, on parle énormément du marché du véhicule neuf en raison des tarifs. Tout le monde est inquiet, tout le monde est installé sur une chaise éjectable. On ne sait pas trop comment gérer la situation. Mais il y a un autre marché automobile qui est affecté par tout ce qui se passe. Il y a des changements d'habitude. On constate aussi des changements d'achat, de vente, d'habitude de consommateurs. C'est le marché de la voiture d'occasion de 20 000 $ et moins, ce qui est la spécialité de notre invité aujourd'hui, Michel Gagnon. Salut, Michel. Bonjour Antoine. Bon, écoute, je t'invite aujourd'hui parce que, évidemment, je veux parler de ce sujet-là spécifique qui est celui de la vente de véhicules d'occasion. Pas un véhicule qui a 2 ans puis qui se vend encore 40, 50 000 $, mais vraiment les véhicules qui s'adressent à une clientèle qui ont des moyens un peu plus limités ou qui veulent tout simplement pas dépenser des grosses sommes. Tu es spécialisé dans le financement automobile, il faut mentionner ça aussi. Mais la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as constaté des changements dans la façon de vendre un véhicule comme tu vas le vendre aujourd'hui? Tu peux nous donner des exemples de ce que tu vends comme produit, puis c'est qui ta clientèle type et comment ça a changé? Bien, nous, comme tu sais, on vend des véhicules commerciaux, mais aussi des véhicules civils pour tous les citoyens. Des véhicules aussi petit budget. C'est les plus durs à trouver, tant dans les encans qu'ailleurs. Même nous, aussi dans les encans, les frais ont augmenté, etc., etc. Mais là, ce qui arrive aussi, c'est les véhicules, mettons, 2013, 2014, 2015, comme qu'on vend un peu à notre concessionnaire jusqu'à 2020-2021. Mais les gens cherchent beaucoup du 2013, 14, 15. Ils cherchent des véhicules qui ont plus de 10 ans. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. C'est quand même assez... Puis souvent, quand tu as des moyens un peu plus restreints, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire que d'aller chercher un véhicule trop vieux
où tu vas avoir de l'entretien à faire. Je sais pas, il y a une espèce de, dans le jargon, un sweet spot où tu vas t'acheter un véhicule qui va être un peu sans tracas et petit budget, là. Ben, tu sais, les autos de 3-4 000 aujourd'hui sont rendus malheureusement 7-8 000 même nous, là, les véhicules, on les achète dans les encans ou autres places des échanges, etc. Il faut les remettre en ordre. Ça coûte quand même assez cher. Ouais. Donc, le véhicule, quand on se met à l'annoncer à 8 995, il faut qu'on ait fait le tour, les freins, la suspension, etc., etc. Et là, après ça, le problème suivant, c'est quand on envoie ça au financement. Vu que le véhicule, il est un peu vieux, là, la banque, elle finance juste sur 12 mois, 24 mois, des véhicules de 9 000, 10 000. Un véhicule qui a 10 ans, par exemple, ça se finance pas sur un terme très long, là. C'est ça que tu me dis? Non, ça l'arrête beaucoup souvent à 24 mois si la personne a un bon crédit. Donc, un véhicule de 10 000 qui a 10 ans, une Kia Forte, par exemple, ben tu vendrais ça 10 000 $, il faut que tu la finances sur 24 mois. Sur 24 mois. Même des fois 18 mois. Donc là, souvent, ça se fait des paiements de 600 $ par mois. Ça va très vite. C'est ça qui arrive. Là. Les jeunes qui arrivent pour leur premier véhicule, les autres, ils ont un budget de 400 $ par mois, ou même, on a vu un jeune hier, 350 $ par mois. Ouais. Là, on finit par le financer. Taux d'intérêt plus élevé parce que c'est un jeune et la banque n'a pas confiance. Avec le taux d'intérêt plus élevé, les assurances étaient 400 $ par mois sur un véhicule de 350 $ par mois. Ça, on a vécu ça 2 fois en quelques jours, les jeunes. Ouais, ça, c'est un dossier complètement fou parce que les assurances explosent, là. Plus que jamais. On a vu, on est rendu là pratiquement aux primes qu'on voit en Ontario. Puis jamais on aurait pu penser ça parce qu'évidemment, ici au Québec, on a la SAC qui couvre les plaques. Les plaques qu'on paye cher. Tu sais, en Ontario, une plaque, ça coûte 0 $. Ici, c'est 462,50. Fait que, tu sais, il y a un écart en partant de 462 $ dans la grande région métropolitaine pour l'immatriculation. Puis là, les assurances explosent. Mais évidemment que ça, c'est tout coûte plus cher, là. Les pneumatiques, les assurances, l'immatriculation, l'essence. Le taux d'intérêt. Même le taux d'intérêt, il est plus haut qu'il y a un an et demi. Là. Les maisons, ils ont baissé un petit peu. Ouais, mais les maisons, ils ont baissé un petit peu. Mais nous, dans l'automobile, là, ça bouge pas vraiment. C'est, comme tu t'as déjà dit, c'est de la deuxième chance au crédit régulier, là, à 11,9 ou 10 %. Il y avait de la deuxième chance au crédit avant. Tu peux pas acheter une voiture à 11,9 %, un véhicule qui a 8-9 ans, puis penser en quelque part que tu vas rentrer dans ton argent. Là, c'est un taux d'intérêt très élevé. Tu vois pas ça ailleurs. Là. Les autos pas chères, là, le taux d'intérêt, il est plus haut. Qu'on soit à la Caisse populaire ou autre. Là, quand c'est des petits montants, les taux d'intérêt, c'est plus haut. C'est comme ça automatiquement. C'est pas le concessionnaire là, qui joue avec ça. C'est vraiment quand l'auto est pas cher, taux d'intérêt élevé. Fait que les jeunes, là, pour ce qui est des achats, ça prend quasiment des parents pour les aider. Puis quand les parents sont pas là pour aider, le jeune... ça coûte très cher de frais. Nous, souvent, quand je vois ça, là, des 400 $ par mois d'assurance, là, j'y paye le premier paiement du véhicule pour lui donner un break. C'est régulier. Ça n'a pas de sens. Mes vendeurs sont assommés. Moi, avec, là, on n'en revient pas. Là. Ils n'ont aucune chance là, comme départ. Travail au Tim Hortons. Comme pour acheter une maison, un condo, c'est rendu un peu comme ça. C'est ça. Les gens se serrent plus la ceinture parce que tout coûte plus cher, forcément. Donc, est-ce que les habitudes d'achat ont changé? Est-ce que les gens sont plus raisonnables dans la façon d'acheter leur véhicule ou à 15 000 $, ils veulent encore avoir des Mercedes puis des trucs comme ça qui coûtent? C'est sûr. Il faut que le vendeur il explique comme du monde que le marché a changé parce que quand il rentre dans une cour de concessionnaire ou même par Internet, il voit là, que les prix, ça n'a pas de sens. Puis c'est nous aussi qui payent plus cher. Là, t'sais. Fait que oui, les habitudes ils ont changé, mais des fois, ils arrivent pour acheter un Explorer 2014, puis ils vont partir avec un Explorer 2019, parce que sur le financement, ça marche pas. Ça prend un 60 mois pour équilibrer le paiement. Fait que souvent, ils repartent avec un véhicule plus récent, mais ils sont venus avec un véhicule qui voulait payer 12 000 $. Mais quand on l'envoie au financement sur 18 mois, c'est trop cher. Fait qu'on s'en va avec un véhicule plus récent. C'est pour ça que j'ai les deux... Dans nos stationnements là, chez Mike Autosport, on n'a pas le choix parce que j'ai des 2021 Dodge Ram, j'ai des 2014. Le client il arrive pour prendre un 2014 à 17 000 $. Mais ça marche pas parce qu'il y a un gros camion, il est beau un 2014, on envoie ça à la banque, c'est 18 mois. On y vend finalement un 2021. Est-ce que tu as une petite partie de la clientèle encore qui paie comptant? J'en ai quelques-uns. Pas mal dans le commercial. Dans les autos réguliers, je dirais, on est peut-être, j'espère que je me trompe pas, je pense qu'on est 50-50.
OK, quand même. Un petit peu plus de financement, là. Tu sais, je dirais là, une petite affaire de plus, mais je sais pas, l'argent d'où ça sort. Là, dans le temps de la COVID, il y en avait beaucoup là, qui venaient payer en cash. C'était fou, là, comme il y a 30 ans. Là, ça payait cash, en argent. Mais là, c'est beaucoup financé. C'est beaucoup financé, OK. Ouais, puis les banques demandent de plus en plus de cash down. Ben, c'était ça mon prochain point, c'est que le financement aujourd'hui, là, c'est rendu, oui, c'est le nerf de la guerre de beaucoup d'entreprises. Évidemment que toi, tu vas faire une partie de tes profits avec le financement aussi, ça fait partie de ta business. Etc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus sévère qu'à une certaine époque. Tu vois ça moins souvent, là, acceptation 100% garantie. Ça existe plus tant que ça, là. Tu sais, j'ai déjà été dans des concessionnaires de neuf. Là, on avait des beaux crédits acceptés par l'ordinateur. Là, même eux aussi, ça l'a baissé. Là, le financement, ça a beaucoup baissé. Évidemment, nous, c'est encore pire. Là. On a beaucoup. C'est rare qu'on ait. Je dirais que c'est rare un peu qu'on ait une acceptation par l'informatique. On en a, mais souvent, il faut rappeler des alertes à la fraude. Il y en a de plus en plus. Fait qu'il faut tout vérifier. C'est correct. Parce que nous aussi, il faut faire attention. Ouais. Mais les gens, acceptation par l'informatique, c'est rare. Il faut rappeler, il faut parler, il faut discuter. Puis évidemment, il y a aussi l'aspect sécurité. Mais il y a aussi, les gens sont serrés, il faut changer de banque, il faut vraiment travailler fort. Là. Ça prend des bons directeurs commerciaux là, pour vraiment placer le client à la bonne place puis pas avoir un taux d'intérêt trop élevé pour rien. Là. Tu me mentionnais, hors d'onde, que tu avais vendu un véhicule, je me souviens pas du prix exact, là, mais disons 15 000 $, puis la banque évaluait ce véhicule-là à 12 000 $, donc il était capable de financer 12 000 sur le 15 000. C'est ça. Le client devait lui payer le 3 000 en mise de fonds, sans quoi la transaction pouvait pas se faire. C'est ça. Ça, c'est la nouvelle réalité d'aujourd'hui, ça. Parce que les banques sont plus conservatrices sur les valeurs des véhicules par rapport à la valeur du marché réel? Ben ça, c'est une petite chicane que j'ai déjà eue, là, le fameux Black Book qu'on a dans le concessionnaire, là, qu'on achète des véhicules à l'encan, on se fie un peu à ça, mais ces temps-ci, aucunement. Là, parce qu'on moi, j'ai envie de dire, depuis véhicule, une dizaine d'années, ces valeurs-là fluctuent tellement. Ouais. Puis là, évidemment, la banque, elle apprend, on va appeler ça dans le jargon, le clean du Black Book multiplié par 40 puis ça nous donne le taux qu'on peut financer le véhicule. Là, j'ai des Dodge Ram, exemple, 2015, là, il était à 6 000 $ dans le livre. Là. Mais on paye 15 000 à l'encan. Là. Fait que moi, je prépare le véhicule, je mets ça à vendre à 17 000 ou 18 000. J'envoie ça à la banque. Là les autres, ils font, mettons, 5 000 fois 40 il manque 7 000. Là, ils disent, dites au client que ça prend 7 000 de cash. Moi, ton véhicule est trop cher. Parce que le véhicule n'est pas finançable. Non, parce que le véhicule, il considère qu'il est trop cher. Mais là, tu as une valeur qui ne reflète pas la valeur réelle du marché. Puis là, ça crée des difficultés de financement comme ça. À l'opposé, le client qui achèterait ce camion RAM-là à 15 000 $ puis qui vaut 6 000 au livre, il va arriver, il va arriver aux plaques d'immatriculation. Puis là, la SAC va l'évaluer à beaucoup plus cher que toi, tu l'as vendu. C'est ça, on appelle ça le Red Book, le guide de l'auto. Excusez, pas le guide de l'auto, le guide hebdo du livre, le guide d'évaluation hebdo qu'on est obligé d'avoir dans les concessionnaires automobiles. Puis c'est ça que tu as amené ici. Ça que j'ai amené. Pour ceux qui nous écoutent en vidéo, là, on le voit ici. C'est un guide qui est imprimé une fois par mois, puis là-dedans, il y a la valeur de tous les véhicules. Aujourd'hui, c'est de 14 ans et moins. Là, ce que tu nous as amené, c'est un livre qui date de septembre 23, mais tu en as un à chaque mois. Là. C'est ça. Mais essentiellement, la SAC, depuis le 1er janvier, met une valeur sur les véhicules de... C'est 15 ans moins un jour, je pense. C'est là. Ça, c'est 15 ans moins un jour. Alors, tous ces véhicules-là sont répertoriés au niveau des valeurs. Là, comme on dit là-bas. Dans le fameux livre, on a le droit, quand on est commerçant, à avoir un petit rabais de 500 $, mais tout est... On trouve que c'est tout très surévalué. Là. Puis on est 7000 concessionnaires qui n'ont pas le choix d'avoir ce livre-là. Sinon, donne-moi un exemple d'une transaction que tu as faite. Le client est arrivé à la SAC, puis il s'est retrouvé avec un véhicule. Lui, il devait avoir l'impression d'avoir fait le deal du siècle parce que le véhicule au livre valait beaucoup plus cher à la SAC que... Mais la vérité, c'est que... C'est ce qui arrive, c'est qu'eux autres calculent toujours 20 000 km par année. Fait que c'est sûr, si je vends... Je vais donner un exemple, une Grande Caravane S60 2016. Mettons, je vais le vendre, je sais pas, moi, 12 000 $. Quand il va arriver à la SAC, ça va être 15 500, 16 000 $. Puis on a remarqué, plus le véhicule est un peu équipé, puis les autres, ils ne tiennent pas compte du millage. Là. Si le véhicule, il y a 220 000 km, puis on la vend 6 000 $,
ça compte pas le millage là-bas. Eux autres, ils ont leur millage à eux autres. C'est 20 000 km par année. Puis les taxes vont être très chères. Là. Ça va aller jusqu'à 12 000, 13 000. Donc, la personne, il faut qu'elle paye la TVQ sur le montant écrit dans le livre. C'est celui-là au plus haut. Fait qu'autrement dit, tu vends un véhicule 6-7 000, le client peut arriver à la SAC, il est listé 14-15 000. Ça va être le livre. Il paie le double de la taxe. Ouais. Essentiellement. Et nous, notre job, en plus, en tant que concessionnaire, parce que plus ça va, plus qu'on les plaque nous-mêmes, là, à cause de ça clique, mais souvent, ça fonctionne pas. Fait que les gens, faut qu'ils aillent, pour toutes sortes de raisons, il faut qu'ils aillent au bureau des plaques. Là, des fois, ils sont fâchés parce qu'ils nous rappellent, hey, le véhicule, tu m'as vendu 12 000, il est listé à 17 000. Ouais. Mais on n'a pas le choix, il faut qu'ils payent la TVQ là-bas. Mais c'est une nouvelle réalité. Si on voyait pas ça avant. Un peu, mais là, c'est pire que jamais. Ça n'a aucun sens. Là. C'est surévalué. Si le véhicule a déjà été accidenté... Tu sais, s'il y a un écart de 500, bon, ça se peut. Mais tu sais, je pense que 30% des véhicules, ils ont un carproof. Là, c'est un accrochage à 7, 8 000, 10 000, 12 000 $. Donc, dans ce temps-là, l'auto, on la paye moins cher parce qu'il y a un carproof de 12 000. Et nous, on paye l'auto moins cher. J'ai un exemple. J'ai un Lincoln 2017 qu'on a livré la semaine passée. Là, mes employés, mes m'entendent, m'ont trouvé ça drôle. L'auto, on la vend tout équipé, une MKC avec le cuir, etc. 12 900. C'est vraiment pas cher. J'avais payé pas cher. Vendu une MKC? Une MKC. Okay. Ouais, tu vas faire un jeu de mots. Mais elle était en bon état. Ouais, c'est ça. Elle était pas cassée. Okay. Fait que le véhicule, on le vend. Le client, il arrive au bureau des plaques parce qu'on y avait juste fait un transit cette fois-là. 20 000 $ évalué là-bas. Les autres, ils s'en foutent qu'il y a un carproof ou pas. Mais toi, tu as vendu le véhicule à quel prix? 12 900. Tu as vendu le véhicule 13 000 $, il arrive à la SAC, il faut qu'il paye les taxes sur 20 000. Oui, obligatoire, il n'y a rien à faire. En fait, il y aurait une possibilité de le faire dévaluer, le véhicule. Oui, il y a une possibilité. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais ça coûte quasiment 500 $ faire dévaluer un véhicule. Genre Pierre Grenon ou autre, là, tu sais. Mais oui, mais c'est peut-être pas l'idéal. Là, mais... Autrement dit, il y a un écart de plus en plus considérable entre la valeur réelle du marché et les taxes qu'on va payer à la SAC. Et là, c'est encore plus vrai parce qu'on rajoute 5 ans d'années admissibles sur des vieux véhicules. Fait que si toi, tu vends 2013, 2014, 2015, ils sont listés aujourd'hui, ils ne l'étaient pas l'année passée. Il y a ça. Puis même une 2020, là, tu sais, genre Chevrolet Savannah 2020, ça se peut qu'il y ait 185 000 km, c'est des véhicules qui roulent. Eux autres, dans le livre, là, ils se posent avoir 80 kilos. Okay. Là, c'est fou. Fait que là, l'écart n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui plaque pour lui-même pour faire du van life, etc., là, il ne récupère pas ses taxes. C'est pas une commerce. Il y a des femmes qui achètent ça pour des hommes qui achètent ça pour faire du van life. Fait qu'un véhicule, donc, comme tu parles, ça se vendrait en conditions normales 35 000 $. Oui. Ben toi, tu le vends 20 000 parce que le double du millage. Mais quand tu vas arriver à la SAC, tu vas payer les taxes sur 35-40 000. Là, souvent, c'est à nos employés à y penser, d'expliquer ça aux clients. Mais des fois, dans le feu de l'action, le client s'en va ou peu importe où on l'écrit. Puis là, ça arrive là-bas. Les clients nous rappellent, ils sont pas contents. Là. Je vais te poser une question délicate. Là. As-tu l'impression que Trader, Guide Hebdo, travaille de pair avec la Société de l'assurance automobile du Québec pour peut-être gonfler artificiellement les valeurs au livre de façon à ce que les Québécois paient plus de taxes? Parce que ça donne cette impression-là. Là. Ouais. Moi, je regarde des chiffres là-dedans, c'est pas ce que ça vaut. Là. Non. Puis je veux dire, même un véhicule en bonne condition, je vais aller tourner les pages d'une Honda Civic, je vais regarder la Civic, je sais que cette auto-là vaut 15 000 $ sur le marché, elle est listée à 19 000 là-dedans. C'est rare que le client va payer moins cher à la SAC aujourd'hui en taxes que le véhicule. Là. Ça arrive jamais. Arrive quasiment jamais. Ça arrive jamais. C'est tout réévalué. Puis en plus, comme je t'ai dit tantôt, on est obligé. Là. C'est obligatoire. C'est drôle parce que c'est une compagnie privée, mais on est obligé de passer par eux autres pour les taxes du gouvernement. Là, t'sais. Donc, je reviens avec ma question. As-tu une impression que c'est un peu gonflé, les valeurs? C'est sûr. C'est sûr que c'est évalué. C'est dans le tapis. Là. Puis c'est un guide qui est là depuis longtemps. C'est une entente qui existe depuis toujours. Puis à une certaine époque, la valeur était réelle. Elle était même parfois conservatrice. Là, c'est complètement l'opposé. Mais comme je t'expliquais tantôt, je t'ai fait un beau petit tableau là, sur les taxes d'un véhicule à 60 000 $, mettons, vendu en 2020. Ouais. Mettons que le taux ça, c'est intéressant, ça. Le taux au Québec, mettons qu'elle se revend 5 fois. Ouais. On n'exagère pas, là, puis on parle ça pas arrive, là, souvent, là. On parle pas des taxes sur les grosses cylindrées ou etc., ou les taxes de n'importe quoi. Là, je parle juste des TPS TVQ sur un véhicule qui se vend en 2020 60 000 $. On a 8 985 de TPS TVQ.
Ça, là, tu es en 2020. Mettons qu'on est en 2020. L'auto, on a 8 985 de taxes, donc presque 9 000. Le véhicule se revend en 2022, mettons, moins cher, 50 000 à 7 500. Là, je ne dirai pas tout. Mais là, rendu en bas, quand on calcule le 5 fois qu'il s'est vendu, la dernière fois, mettons qu'il se vend en 2027, 15 000 bien, on a calculé que ça arrivait à 29 499 de taxes pour un véhicule. Quasiment 30 000, quasiment 50 %. En fait, c'est 50 % de la valeur du véhicule. Si le véhicule s'est vendu 5 fois, effectivement, il y a 50 % de taxes qui ont été payées sur ce véhicule-là. C'est en plein ça. Puis c'est encore le seul objet usagé au Québec qui est taxé à chaque fois qu'il se C'est ça. On achète un bateau d'un particulier, il y a 0 taxe. Ouais, c'est ça. J'achète votre véhicule, Antoine Joubert, une caravane qu'on a déjà transigé ensemble. Ouais. À SAC, il va y avoir une TVQ, là. C'est obligatoire, là, même entre particuliers, là, c'est drôle. Là, évidemment, les gens cherchent beaucoup des véhicules abordables, accessibles. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué de s'approvisionner pour acheter des véhicules en bonnes conditions? Oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur. Là, c'est à cause des véhicules électriques, les concessionnaires en ont vendu moins, fait que là, il y a moins d'autos. C'était mon point. Les échanges viennent de là, des dealers de concessionnaires de neuf. Fait que là, ces temps-ci, il s'est presque pas vendu de véhicules depuis janvier, là, je pense que je n'exagère pas. Donc, tous nos échanges rentrent dans les concessionnaires de véhicules neufs. Les encans se vident. On voit très bien. Il n'y a rien. Où ce qu'il y a, c'est des 300 000 km. Des véhicules que personne ne veut. Ou reconstruits, ou des affaires incroyables, des transitions brisées, etc. Fait que là, on se retrouve, pas beaucoup d'auto, on est au printemps. Fait que là, c'est la folie qui est déjà décollée depuis 3 semaines. C'est quelque chose. Là, on scrute, on cherche, puis on paye plus cher. Est-ce que tu en es au point d'aller acheter des véhicules de particuliers? Moi, non. Moi, j'aime pas cette façon de faire-là. Il y en a des concessionnaires qui le font, c'est juste qu'on est à risque. Il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de... Tu sais, même les gens, il faut qu'ils fassent attention. Là, on l'a déjà vu. OK. Même un véhicule, on appelle ça achat à la porte. Quelqu'un qui arrive avec une Civic 2018, qui donne-moi 12 000. Je suis extrêmement méfiant. Là. Moi, les millages, le lien bancaire, c'est-tu la vraie personne qui est en face de moi, la vraie identité? Oui. Tandis que dans les encans, on est protégé plus que jamais. Ils font très attention à ça. Les échanges de concessionnaires, tout a été quand même assez si jamais il y a une anomalie, c'est l'encan qui est responsable. Donc, oui. OK. Oui, puis c'est inspecté par l'encan et je la réinspecte quand elle arrive. Mais si vous achetez un véhicule en particulier, puis elle brise dans 5 minutes, où il y avait une fraude ou un numéro de série qui était pas bon, et voilà. Ça me tente pas. As-tu l'impression qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le marché du véhicule d'occasion va changer? C'est-à-dire que là, on voit une disparité. Il va y avoir de la taxation pour des véhicules qui rentrent aux États-Unis. Est-ce que tu penses que, par exemple, nos véhicules d'occasion vont davantage rester au Québec plutôt qu'être exportés, puis ça va nous donner une chance? Comment tu vois ça? Là, ça change aux semaines, c'est comme vous autres, les journalistes, hein, ça change aux heures. Oui. Moi, j'ai jamais vu ça dans l'automobile, des changements aussi rapides que ça. Juste les pick-up qui se sont souvent fait exporter. Les pick-up, là, le monde, ils en a besoin. Tu sais, un 2500 HD, c'est quasiment 100 000. Ils viennent dans l'usager. Puis, il n'y en a pas de pick-up. Fait que là, on paye des prix de fou à l'encan. Oui, l'usager a changé. Les contraintes sont différentes. Les taxes sont plus chères. Les assurances sont plus chères. Les frais pour les acheter sont plus chers. Fait qu'on se retrouve avec une rareté de véhicules. Puis on se retrouve avec des prix qui augmentent. Fait que oui, cette année, ça va être vraiment quelque chose au niveau de la rareté. Là. Mais en même temps... Pire que la COVID, je pense. Tu sais, il y a un 25 % de tarif qui serait imposé à un véhicule qui serait exporté aux États-Unis, mais le dollar est à 1,5 $. Fait qu'il y a encore un 25 % d'écart. Tout ce qui est numéro de série 1, là, tu sais, c'est fait aux États-Unis. Hier, j'achetais... ma femme m'attendait sacré hier. J'essayais d'acheter un véhicule en l'encan, mais évidemment, il y a des Américains qui sont là. Dans nos encans au Québec, direct, là, on le voit, là, c'est Sunwing quasiment, automobile, Cars même, tu sais. Là, tu bides contre ces... Oublie ça, là, quand les Américains y embarquent, on se tasse, puis on regarde le prix monter plus que le prix de détail, puis c'est fini. Les F-150, oubliez ça, le 2018 et plus, ça s'en va tout l'autre bord. Ça s'en va tout aux États-Unis. Ce qui est drôle, les Sierra qui commencent par 1... Là, je les regarde passer, je bide même pas dessus, mais quand il y a un 3 fait au Mexique, là, je la jette. Là, ou un Silverado qui est fait au Canada.
C'est ça, c'est en plein ça. Pour le moment, là, on ne sait pas c'est tout ce qui vient d'arriver. Là, mais là, tu parles de cette semaine, puis effectivement. Alors, comment tu anticipes le marché au printemps? Parce que là, les ventes vont redécoller, espérons-le. C'est déjà, dans l'usager, nous autres, pour vrai, l'Antoine, j'ai fait mon meilleur mois dans mes 2 commerces le mois passé. C'est du jamais vu. Là, je paniquais un peu, j'ai de la misère à trouver des véhicules. Une chance, j'ai des bonnes connaissances puis des bons amis. Là, on ramasse. Mais cette année, ça va être vraiment quelque chose, peu importe le concernant véhicule usagé ou même peut-être de neuf qui veut vendre l'usager parce que son neuf il est arrêté. Fait que là, ça, c'est une autre affaire qui fait qu'on manque d'auto. C'est que tout le monde en veut là. Les dealers de neuf manquent de véhicules neufs, donc ils se ravagent dans les véhicules usagés. Gardent leur véhicule aussi. C'est correct, c'est de bonne guerre. Manque de véhicules neufs, ça dépend de ce que tu vends, là, parce que de l'électrique, il y en a tant que tu en veux. Oui, les courses sont pleines, là. Ça, c'est pas un problème, mais effectivement, qu'il y a certains véhicules qui n'arrivent pas. Un dealer Hyundai veut vendre un Santa Fe, il n'y en a pas en stock. Les dealers Toyota, ils n'ont pas de véhicules en stock, vraiment pas beaucoup. Mais tout part de là. Donc, toi qui es au bout de la chaîne, qui a besoin d'acheter un véhicule d'occasion qui est passé par l'encan, s'il n'y a pas de transaction dans le neuf, il n'y a pas de transaction dans l'usager, il n'y a pas de véhicule qui passe à l'encan, toi, tu n'as rien entre les mains. On est content quand un client arrive avec un échange, genre. Là, on est excité, là. Puis il n'y a pas de frais d'encan, puis il n'y a pas de ci, puis il n'y a pas de ça. On est content. C'est ça. Ouais. Puis tu sais que tu peux le flipper, puis bon, il y a toujours possibilité de revendre ce véhicule-là au détail ou de le vendre wholesale. Bref, il y a... Mais là, moi aussi, je garde tout. Là. Ces temps-ci, puis c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent, le véhicule il est vraiment fini. Là. Si on bat un record que le véhicule y arrive et j'appelle une cour de recyclage. Là. Ça ne met pas sa route. Même pas à l'encan, on arrête ça là. Ça s'en va. Des fois, tu te demandes comment il s'est rendu. On se le demande souvent. Moi, j'ai un autre terrain à côté, là, à Terrebonne, là, qu'on s'en va porter l'auto là, puis ça a déjà arrivé qu'on s'est pas rendu. Là. Tu fais comme, il y a une famille avec 2 enfants qui se promènent là-dedans. On est rendu là, tu sais. Ouais, c'est ça. Michel, merci beaucoup de m'avoir parlé aujourd'hui. On va espérer que le marché se stabilise et surtout que on donne un break aux gens parce que là, tout coûte une fortune. Ça n'a aucun sens de payer des petites voitures qui ont 10, 12, 14 ans, des 10, 12 000 $ à des taux de financement super élevés, les assurances, les pneus, c'est rendu une vraie fortune. Avec la nouvelle taxe là, de 180 $ sur le transport sur les plaques, là, tu dois avoir quelques véhicules à plaquer. Là, je suis très au courant de ça. Les clients aussi, là, c'est nous autres des fois qui l'apprend aux clients. C'est fantastique. Contribuer au transport en commun, ça va super bien. Merci, Michel. Merci. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. On rejoint maintenant Louis-Philippe Dubé, qui n'est pas autour de la table, tout comme Hugues Gonneau. Je l'ai mentionné en début d'émission, parce que Louis-Philippe est allé mettre à l'essai des petits bolides, mon Louis-Philippe. 911 Audi e-tron GT, tout va bien? Oui, salut Antoine, ça va bien, ça va très bien. Michel Gagnon, qui est à côté de nous, constate que les véhicules dont tu vas nous parler, lui, il ne verra pas dans ses cours dans les prochaines années parce que c'est pas exactement le même marché. Mais là, tu viens d'essayer la 911 Carrera S de nouvelle génération. Moi, j'avais pas essayé la GTS T-Hybrid. Puis Porsche, c'est assez particulier. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle déclinaison du modèle 911, ben on fait un événement. Fait que là, c'est plus le lancement d'un modèle, c'est le lancement d'une version. C'est littéralement ça. Ben oui, exactement. On effeuille un peu, c'est comme un striptease de chaque demi-génération ou genre retouche qu'on fait sur les véhicules. Mais c'est pas pour rien, la 911S, c'est la plus populaire de la gamme. Hein. C'était 31% des ventes globales au monde et 33%, je pense que c'est 35% aux États-Unis, que c'est toutes des S, donc dans tout le catalogue 911 qui est assez complet, là, on va se le dire. Fait qu'on a quand même fait un événement pour ça avec des modifications qui ont été apportées au véhicule qui sont quand même assez hot, là, tu sais, on picasse un peu dans le catalogue comme on fait d'habitude avec la 911. On est allé chercher des turbocompresseurs de l'ancienne GTS. Là, maintenant, tu l'as mentionné, la GTS T-Hybrid, mais l'ancienne GTS avait quand même pas mal de performance. On est allé chercher certaines composantes sur la GTS, l'ancienne. La suspension également, avec certains recalibrages là, pour les ressorts, etc. Mais on a quand même un véhicule qui développe là, 473 chevaux. C'est un bond quand même assez considérable. Puis ça donne une espèce de milieu, hein, avec la Carrera de base qui est 388 chevaux, puis la GTS de l'autre côté qui est T-Hybrid, qui est le moteur hybride. Mais là, tu as encore un moteur 3 litres biturbo compressé super performant de 473 chevaux. Écoute,
Dirais-tu que la nouvelle... pourrait avoir... Ouais, dirais-tu que la Carrera S, c'est maintenant... C'est la nouvelle GTS? Parce que la GTS a pris du volume, a pris du poids, est rendue une hybride, est une voiture fantastique, mais les performances se rapprochent dangereusement d'une turbo. On a l'impression que tous les modèles ont nivelé vers le haut. Là. Peut-être à l'exception de la Carrera de base, là, qui est restée plus pure, ou une T là, qui va arriver prochainement. Là. Ben oui, je vais te dire, la T, je l'ai essayée d'ailleurs, puis elle a le petit moteur, entre guillemets, là, c'est des gros guillemets parce que c'est 388 chevaux pareil. La Carrera S, je vais te dire, on a quand même fait des compromis pour être capable de donner une 911 qui est capable d'un peu tout faire. Tu sais, c'est plus confortable. Plus civilisé, GTS, je vais te dire. Plus civilisé, quand on est en mode normal, le véhicule, tu peux le conduire un peu n'importe où, n'importe quand, mais dès que tu le mets en mode sport là ou sport plus, là, c'est assez dévergondé, là, surtout en sport plus. Puis j'aime que le véhicule est capable de être très tolérant dans ses contrôles là, anti-patinage, etc. en sport plus, pour que les conducteurs qui se mettent un petit peu dans le trouble et soient capables de garder quand même le contrôle du véhicule, parce qu'on va se le dire, la 911 a une répartition des masses là, qui est quand même exceptionnelle. Donc ça, tu rajoutes ces systèmes-là là-dessus, puis ça fait un véhicule qui est fait dans ces deux modes-là pour le circuit, pour avoir beaucoup de fun dans les routes sinueuses, mais en mode normal, conduire à tous les jours. Donc, je vais te dire, pas tout à fait une GTS, mais quand même un bon compromis entre une T qui est complètement dénudée là, d'isolation, pas très confortable, etc. Est-ce que la nouvelle Carrera S est toujours offerte avec une boîte manuelle? Non, ça, c'est une autre affaire qui est très importante, c'est qu'on l'a dévoilé là, en début d'année, là, si je me trompe pas, puis on a annoncé qu'on avait seulement la PDK qui venait avec le véhicule. Ce qui reste que la 911T, là, c'est pas mal... la Carrera T, c'est pas mal la seule véhicule avec la boîte manuelle si on exclut les modèles GT dans le catalogue 911. Donc, c'est un petit mal pour la S, mais quand même une bonne transmission. Oui, c'est ça. PDK, c'est quand même assez rapide comme machine. Dans le PDK, tu as une PDK. Oui, c'est ça, exactement. Tu es allé aussi essayer la Audi e-tron GT. Je suis curieux de t'entendre parce qu'on s'entend que c'est un véritable flop commercial. Aussi belle puisse-t-elle être, personne n'en a acheté. Puis la dépréciation de cette auto-là est épouvantable. Est-ce que Audi avait quelque chose à dire par rapport à ça? Et est-ce que la nouvelle e-tron GT est à ce point nouvelle? Ben, Audi avait pas grand-chose à dire là-dessus. Là. C'est sûr que c'est un modèle qui a reçu des modifications quand même importantes pour le fait qu'elle n'a pas été très populaire. Donc, on décide de rajouter plus de puissance avec un nouveau moteur à l'arrière. On a fait des modifications à la batterie, un nouveau système de conditionnement. Écoute, juste la puissance de recharge pour ce véhicule-là, c'était 272 kW sur une borne de niveau 3. Maintenant, c'est 320 kW sur une borne de niveau 3 quand les conditions sont là. Mais on a amélioré aussi ces conditions-là parce qu'avant, la puissance pouvait juste être atteinte à un certain degré. Là, c'était à peu près 30 degrés Celsius de température de batterie. Maintenant, c'est entre 15 puis 30 degrés Celsius. Donc, au Québec, si quelqu'un en a une, ben, est capable de charger un petit peu plus longtemps dans l'année à cette vitesse de recharge-là. Mais comme tu dis, c'est toutes des modifications. On met le paquet. Là. Le véhicule qu'on conduisait avait une nouvelle suspension qui avait une composante hydraulique avec des pompes hydrauliques dans le véhicule qui est capable de contrôler le rebond puis tout ça de manière indépendante sur les quatre coins. On met le paquet le plus possible pour être capable d'aller chercher pour le même prix qui est exorbitant un peu plus de voitures. Tu sais, puis chez Audi, Antoine, on change tout le temps les nomenclatures. Hein. La e-tron GT maintenant de base, c'est la S e-tron GT. La RS e-tron GT, c'est la RS e-tron GT Performance. Donc, on joue avec les cartes pour essayer de renouveler le produit, là, pour lui mettre une nouvelle étiquette, pour peut-être créer un peu un engouement. C'est un véhicule qui est capable de tout faire. C'est 912 chevaux en mode boost, 738 chevaux, je pense, sans mode boost. Tu sais, puis ultra confortable, facile à conduire à cause de cette nouvelle suspension-là qui contrôle le roulis. Je comprends, mais personne n'en achète. Pour qui ça? C'est ça, pour qui c'est ce véhicule-là exactement? Il n'y a pas d'espace de chargement en arrière, c'est 261 litres dans le coffre, il n'y a pas d'espace pour les passagers en arrière, donc c'est une GT, mais pas une GT. On met toute la technologie électrique de Audi pour essayer de faire une espèce de véhicule porte-étendard électrique RS, là, le véhicule qu'on a C'est une vitrine technologique, essentiellement. Là. C'est ça.
C'est ça, 224 180 $ de prix de départ pour le modèle RS qu'on a essayé. Moi, j'aime ça que tu me dises ça parce que tu le sais que quand tu vas ressortir du concessionnaire, elle va coûter 300, là. Écoute, 224 000, plus la taxe de luxe, plus les options, plus les taxes applicables, elle coûte 300 000 passés. Là. Puis comme disait Michel tantôt, elle va se revendre 2-3 fois, puis à toutes les fois, les gens vont payer des taxes dessus. Elle va être payante, celle-là, pour C'est sûr que Revenu Québec veut que ça se vende, mais y a-tu des clients pour acheter ça? Parce que les premières expériences... Tu sais, moi, là, j'ai beau aimer le produit, quand je constate que le véhicule a perdu 50-60% de sa valeur en 2 ans, est-ce que je vais prendre le risque? Ben oui, tu peux acheter 2 autres voitures à la place de celle-là pour la valeur. Alors que tu as 911, on s'entend que oui, il va y avoir une légère dépréciation, mais je peux te dessiner la ligne de dépréciation de façon très précise. On sait qu'une Porsche 911, c'est une voiture qui se revend très bien, là. Fait que c'est pas du tout la même... Oui, absolument. Pas du tout la même histoire. Écoute, moi, de mon côté, j'étais allé essayer le Honda Passport 2026. Assez particulier qu'on lance un 2026 aussitôt dans l'année chez Honda. Ça fait pas partie des habitudes de Honda. Et on avait dévoilé les prix américains du Passport. Sauf que lorsqu'on est arrivé sur place, on devait nous divulguer les prix canadiens. Et en raison de la tarification de 25 % du changement de stratégie du gouvernement américain, Honda a décidé de ne pas dévoiler les prix qui seront dévoilés ultérieurement. On va augmenter forcément les prix du Passport. Mais là, on est dans une situation particulière parce que le Passport, c'est un véhicule qui dérive du Pilote. On connaît les prix du Pilote. Et là, on a l'impression que le Passport va coûter clairement plus cher que le Pilote actuel, qui est un 2025, et qu'on va majorer les prix de tous ces véhicules-là pour 2026. Alors, c'est une situation pas très le fun. Puis le Passport, c'est un véhicule qui a toujours été distribué au compte-gouttes au Canada. On en a vendu entre 2500 puis 3000 copies par année, alors qu'on vendait 3 fois et demi plus de Pilotes. Mais on vendait aux États-Unis 25 à 27 fois plus de Passport qu'au Canada. Là, alors que normalement, c'est du 9 ou 10 pour 1. Fait que ça te prouve à quel point Honda, qui fabrique ce véhicule-là aux États-Unis, n'a pas beaucoup d'intention d'en envoyer au Canada. Et dans le contexte actuel, c'est sûr que ça va être encore pire parce que notre dollar est à peu près 1,5 piastre. On veut pas trop vendre de véhicules à perte au Canada. Fabriquer un véhicule en dollars US, le vendre en dollars canadiens, c'est pas une équation très viable. Donc, déjà là, c'est un problème. Puis avec la tarification qui pourrait survenir, on verra ce que ça va donner. N'empêche que le véhicule est... Tu sais, tout ce qui s'appelle cabine, c'est-à-dire à partir du pilier A jusqu'à la glace de custode en arrière, c'est un Pilote. C'est pas compliqué, là. C'est même portière, même pavillon, même planche de bord, même habitacle, décoré un peu différemment parce que nous, on a des versions Trail Sport uniquement au Canada. Le modèle de base qui est le RTL, il est vendu juste aux États-Unis. Aussi pour une question de profitabilité, là. Mais on a redessiné le museau, on a réinventé la partie arrière, on a retravaillé les suspensions, il y a plus de modes de conduite hors route. On veut rentrer dans le nez du 4Runner avec ce véhicule-là, mais avec un véhicule qui est monté sur un châssis monocoque et qui offre plus de confort sur la route, mais 90% des compétences d'un 4Runner en hors route. Et comme on sait que les gens utilisent généralement des 4Runner pour aller au Costco beaucoup plus que pour aller dans le bois, tu comprends que la logique est là. N'empêche que le 4Runner, c'est le véhicule ciblé, là, accessoirement le Grand Cherokee aussi, mais surtout le 4Runner parce que c'est un véhicule qui gagne en popularité, qui vaut un pesant d'or dans l'occasion. C'est tout aussi volé qu'un Passport, soit dit en passant. Fait que ça aussi, on en est conscient. Mais je trouve qu'on a fait une belle job avec le Passport qui garde un V6. On n'a pas de 4 cylindres turbo. Évidemment, pas de motorisation hybride. Là, on a uniquement le V6 qu'on retrouve dans le Pilote. Ça va rester fiable là, comme véhicule. Ça va rester fiable. C'est une machine qui va être bien intéressante. Évidemment que ça va coûter assez cher, mais en même temps, un 4Runner, c'est loin d'être donné. Puis l'avantage d'un Passport, c'est que ça garde aussi sa valeur comme un 4Runner. C'est pas un Grand Cherokee qui perd pas mal de valeur. C'est assez drôle, ce marché-là, parce que dans le VUS intermédiaire à 2 rangées de sièges, tu as de plus en plus de spécialisation. Tu peux parler du Bronco, du Wrangler, là, mais il y a de moins en moins de véhicules génériques
à la Nissan Murano, par exemple. Des Nissan Murano puis des Volkswagen Atlas Cross Sport, c'est rendu presque des exceptions dans le segment. Tout le monde est allé vers des formules... Des variantes spéciales. Ouais, tu sais, axées sur la conduite hors route, plus aventurière ou plus sportive. Mais pour ceux qui veulent un véhicule à vocation purement familiale, ou qui veulent remplacer une berline intermédiaire ou peu importe, ben les gens vont dans le 3 rangées aujourd'hui. T'sais, c'est pour ça qu'il se vend au Canada 3-4 fois plus de pilotes que de passeports. Puis c'est vrai, de façon générale, il se vend plus de Atlas régulier que de version Cross-Sport. Chez Nissan, ben, on a décidé de relancer le Murano parce qu'il y a de moins en moins de compétition puis on pense être capable d'aller chercher une clientèle avec ça. Moi, j'ai pas nécessairement l'impression que ça va connaître beaucoup de succès, là. Nonobstant le fait qu'il y a un moteur exécrable là-dedans, là, j'ai pas l'impression que c'est un segment qui est viable aujourd'hui. Souvent, les gens qui regardent ça regardent aussi l'électrique. Fait que, tu sais, très, très hâte de voir comment on va se positionner, mais j'ai surtout hâte de voir avec le passeport quel va être le prix et combien on va avoir d'unités disponibles au Canada, parce que c'est ça la grande question. Oui, en effet. Fait que, écoute, tu es encore en Californie, je te laisse profiter du soleil que tu as en plein visage en ce moment. Je constate que tu as des petits yeux. Oui, ça commence à se lever un peu. Ouais, c'est ça, hein? La semaine prochaine, on va parler du Ford Maverick et puis du EcoSport également 2025. Des véhicules qu'on a... Ben, en fait, le Ford Maverick est déjà sur la route. Là. Ah non, faut le mentionner. Ça, c'est drôle parce que les gens n'ont pas idée. Toi, tu es aux États-Unis en ce moment pour mettre à l'essai un véhicule qui est déjà chez les concessionnaires au Québec. Tu n'as pas le droit d'en parler parce qu'il y a embargo sur l'information parce que tu es là-bas. Mais n'importe quel consommateur peut aller l'essayer au concessionnaire, puis moi, je pourrais aller l'emprunter au concessionnaire du coin, puis faire un essai routier en bonne et due forme, puis j'aurais pas d'embargo. Fait que ça illustre un peu... Des fois, l'espèce de non-sens du métier, on accepte d'embarquer dans cette game-là, de faire un voyage, d'aller là-bas pour que le constructeur nous vende son produit essentiellement de la meilleure façon, mais ça vient avec une obligation d'attendre que tout le monde puisse publier en même temps, parce que Ford veut évidemment contrôler le message, puis il veut être capable de tout voir ce qui va être dit sur le Maverick au moment où l'embargo va être relâché. La vérité, c'est que tu peux aller au coin de la rue, tu sais. Ben oui, c'est pas tout le temps comme ça. Là. Il y en a des embargos qui sont mis sur des véhicules qui sont pas... La majorité sont pas sur la route là, quand on arrive avec un embargo. Puis vous le lisez là, souvent là, pour nos auditeurs, quand on écrit sur les médias sociaux, tout ça, nos impressions de conduite sur l'embargo, c'est qu'on n'a pas le droit de parler de nos impressions de conduite avant une certaine date de lancement officiel du constructeur, comme tu l'as mentionné. Ça a du bon et du mauvais. Contrôler le message, on contrôle pas le message parce qu'on contrôle pas qu'est-ce que nous, les journalistes, vont dire. Non, mais ce qu'on veut, c'est la diffusion de l'information. Voilà, exactement. Le moment. On veut faire le moment pour que ça fasse un coup d'éclat avec le mot-clé du véhicule sur l'Internet, dans les magazines, dans les écrits, etc. Puis, bon, c'est un avantage pour le constructeur. Il y a des avantages des fois pour les journalistes quand on veut pas précipiter notre article dans l'avion, par exemple, pour être le premier publié. Puis après ça, ça nous donne le temps des fois de parler à un ingénieur, de parler à quelqu'un d'autre, d'aller chercher plus d'informations pour nos lecteurs. Des fois, c'est une bonne affaire, mais je vais dire comme toi, quand que le véhicule est déjà sur la route, on est désavantagé. Comme ça dans les nouvelles aussi, hein, quand on accepte des embargos pour des nouvelles. Exactement. Les nouvelles sont publiées ou fuitées, si on veut. Puis là, on a signé des papiers, mais là, tout le monde peut en parler. Donc, c'est un peu les trucs du métier qui, des fois, sont des irritants. Mais encore aujourd'hui, je conduis des véhicules au soleil de la Californie, fait que ça va être le fun pareil. Bon. Fait que la semaine prochaine, tu nous parles du Maverick hybride qui reçoit le 4 roues motrices. C'est l'élément qu'on retient le plus. Alors, merci d'avoir été avec nous, Louis-Philippe, aujourd'hui. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Michel, d'avoir été avec nous aussi. Merci. Bonne semaine, tout le monde. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.